C'est là le gros travail de recherche dans le goût, c'est d'aller chercher les saveurs qu'on ne connaît pas, qui se trouvent dans une fleur, dans une épice ou dans une herbe, et de l'associer correctement au produit sans dénaturer le produit. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous, alors cette semaine je suis allée rencontrer le chef Nicolas Paciello dans sa manufacture 5 Sens à Pantin. Nicolas Paciello, c'est le chef pâtissier au Fouquet's et il vient d'ouvrir sa propre boutique 5 Sens dans le 15e arrondissement de Paris et à Pantin. Le projet de cette boutique, il est super innovant. En fait, l'objectif, c'est de faire découvrir aux gens tout le processus de création en pâtisserie, en présentant d'une part les produits dans leur forme la plus brute d'un côté de la boutique, jusqu'aux résultats dans les desserts, qui sont en vitrine de l'autre côté et qu'on peut déguster. J'ai encore une fois beaucoup aimé cet épisode, qui met en lumière, je trouve, la place qu'occupent les produits dans la pâtisserie de Nicolas Paciello. Et moi, j'en retiens 3 grands apprentissages qui m'ont beaucoup parlé et que vous allez découvrir avec Nicolas. Tout d'abord, il ne faut jamais cacher le produit initial, mais toujours le sublimer. Ensuite, on peut s'inspirer du salé pour découvrir des alliances surprenantes. Et enfin, il ne faut surtout pas se limiter à ce qu'on connaît et à ce qu'on pense qui est réalisable lorsqu'on crée un dessert. Donc je vous laisse découvrir tout ça et bien plus encore en compagnie de Nicolas Paciello. Bonne écoute! Bonjour Nicolas, moi j'aime bien commencer avec une actualité et toi justement, assez récemment, tu as ouvert donc, ta première boutique, 5 Sens, ainsi que ton atelier. Déjà, pourquoi 5 Sens? Qu'est-ce qui signifie exactement ce nom? Alors déjà bonjour, merci de venir ici à la manufacture de 5 Sens. Pourquoi 5 Sens? Parce qu'on a voulu simplement avec mon associé, donc William Assouline, avec qui j'ai monté le projet, on a voulu donner un autre sens à la boutique, à la pâtisserie. Aujourd'hui, il y a le gâteau, il y a le produit, mais on a voulu aller plus loin et vraiment ramener une expérience aux gens, vraiment apporter quelque chose aux clients qui rentrent en boutique. C'est-à-dire que vraiment, en boutique, il y a un mur expérientiel avec des produits et vous pouvez découvrir des fruits, des épices, les toucher, les sentir, les manger, enfin voilà, créer vraiment quelque chose de nouveau. Oui, donc le produit, c'était quelque chose qui t'importait vraiment. Et par exemple, j'ai vu récemment, t'as fait une bûche vanille pour Noël, qui représente un peu justement un fagot de vanille. Est-ce que c'est ça qui montre aussi toute ta passion pour le produit, le montrer de manière brute alors qu'il est retravaillé derrière, mais le mettre en valeur comme ça? En gros, c'est ça. J'ai appris avec Stéphanie Leclerc au Prince de Galles. C'est elle qui m'a forgé sur le goût. Vraiment sur travailler un produit et le sublimer un maximum. Y apporter subtilement des herbes ou des épices, mais jamais cacher ce produit de base. Donc on fait un dessert à la pomme, on va chercher la pomme. Pourquoi cette pomme? La bûche, c'était une bûche à la vanille. C'était essentiel pour moi alors j'allais pas mettre simplement une gousse sur la table. Et c'est vrai qu'en travaillant, j'ai fait ce moule en fagot. Je trouvais que c'était vraiment, on pouvait pas l'avoir plus naturellement qu'en fagot. Et voilà, tout... Et donc chez 5 Sens, on peut voir aussi des produits les plus bruts possibles. C'était ça aussi l'objectif? Exactement. En fait, c'est simple, j'ai sorti un chou citron yuzu. Il y a beaucoup, alors moi je suis en restauration, je sais très bien ce que c'est, mais beaucoup de personnes ne savent pas, n'ont jamais vu de yuzu. J'en ai plusieurs dans la vitrine, des vrais, donc ils peuvent les sentir, les toucher. Là on a fait une tarte poire bergamote, on a mis une bergamote. On a une cabosse de chocolat, on a de la vanille, plusieurs vanilles différentes. Et c'est important, enfin, c'est vrai que pas beaucoup de gens ont l'occasion de comparer deux vanilles. Alors on entend vanille Madagascar, on entend vanille Tahiti, mais c'est juste des noms. Et là, les gens, ils peuvent vraiment déjà voir la différence qu'il y a. C'est vraiment, il y a vraiment une différence entre les deux. Et voilà, et j'essaie de mettre en plus dans ce mur-là les choses avec lesquelles je travaille ces produits-là. Ouais, en fait, c'est vraiment toute la création du produit, du plus brut jusqu'au résultat final, un peu. Jusqu'au gâteau qui est en vitrine en face.
Ok. En première partie, je voudrais revenir un peu sur ton parcours en saveurs. Donc la première question, c'est quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance? Alors, les saveurs qui ont marqué mon enfance, j'irai tout de suite sur le gâteau que ma mère elle faisait tous les week-ends. On était 4 à la maison, enfin 4 enfants. Elle faisait un marbré tous les week-ends. Je pense que c'est celui-là qui m'a donné envie de faire ce métier. Il y a ma grand-mère qui faisait une tarte au fromage, pareil, inégalable. Même moi, j'ai jamais réussi à la refaire. Ça et une tante qui faisait un gâteau au chocolat, ça c'est vraiment 3 desserts qu'on retrouvait à toutes les fêtes et vous savez, qui a jamais changé qui a jamais, enfin, c'était tout le temps le même. 10 ans après, c'était toujours le même parfum, le même goût, la même simplicité. Et voilà, ça c'est vraiment des saveurs pour moi qui restent encore aujourd'hui. Et c'est quoi ton plus beau souvenir gustatif? Mon plus beau souvenir gustatif, je pense que c'est un produit de Philippe Conticini à l'époque, son Paris-Brest. Alors oui, il est hyper connu. Je pense que moi je venais d'arriver à Paris et c'est vrai que je me rappelle encore à la pâtisserie des rêves quand j'étais allé l'acheter et quand je l'avais goûté, il y avait ça et la tarte tatin. C'est vraiment des produits qui m'ont marqué fort. Et du coup, c'est aussi ça qui a un peu marqué ton arrivée à Paris, ces souvenirs qui est lié un peu à tout ça. Exactement. Quand je suis arrivé, Philippe Conticini, Pierre Hermé, c'était déjà des messieurs, c'était déjà nos pères. Nous, on allait faire ces pâtisseries-là, on allait goûter. Et aujourd'hui, j'ai 2 livres à côté de ma chaise dans le bureau où tu pourras voir, c'est Philippe Conticini et Pierre Hermé parce que c'est des gens qui ont, qui ont instauré quelque chose. Après, il y a des autres, ils ont fait des formes, ils ont fait des couleurs. Eux, ils étaient vraiment sur le goût. Nous, on le retravaille aujourd'hui. Notre nouvelle génération, elle le retravaille. On enlève du sucre, on enlève du gras, on essaie de jouer tout ça. Mais au final, je pense qu'ils avaient quand même raison sur beaucoup, sur la gourmandise. Et du coup, aujourd'hui encore, c'est eux qui t'inspirent? C'est tes sources d'inspiration? Ben, aujourd'hui, ils m'inspirent parce que leur parcours m'inspire, leur réussite m'inspire, leur simplicité aussi, c'est important. Quand je vois ces messieurs qui donnent encore beaucoup de leur temps pour des associations, qui se déplacent, quand je leur écris, ils me répondent en moins d'un quart d'heure quand ils peuvent. Enfin, c'est vraiment incroyable. Là, je viens de finir mon 2e livre. C'est des gens qui se sont déplacés à Pantin pour venir faire une photo avec moi pour le livre. Enfin voilà, ils ont tellement de choses, mais ils sont tellement encore. Enfin, je pense que leur travail, c'est de rester en proximité avec les gens et d'élever. Ça, je trouve fort, très très fort. Et donc en arrivant, donc c'est une des premières choses que tu as faites quand même, d'aller goûter un dessert un peu de pâtisserie de luxe. Est-ce qu'aujourd'hui tu continues à le faire? Alors non, aujourd'hui je le fais plus beaucoup. C'est pas bien, mais je le fais plus beaucoup parce que faute de temps, je dirais faute de temps. Alors j'ai beaucoup de copains dans la pâtisserie, beaucoup de copains chefs, donc oui, on échange. Mais je me prends plus le temps moi-même Là, je voulais encore aujourd'hui passer chez Benoît Castel chercher un produit. Voilà, tout va trop vite. J'ai beaucoup de projets depuis 5-6 ans et je me prends pas le temps. Mais c'est important quand même de le faire parce qu'on a besoin de savoir ce qui se fait à côté, comment ça évolue à côté. Les desserts de Philippe Conticini quand je suis arrivé à Paris et aujourd'hui sont plus les mêmes. Donc c'est intéressant de regarder comment c'est travaillé. Ouais, pour toi c'est un peu aussi un marqueur de l'évolution globale de la pâtisserie, de voir un peu tout ce qui se fait, parce que en fait finalement, j'imagine que tous les chefs se basent un peu sur une ligne, enfin je veux dire il y a des tendances un peu de saveurs, de goûts qui sont à l'honneur selon les périodes, non? Ben, on suit les saisons, donc c'est sûr qu'on suit les saisons. Après c'est toujours pareil. Donc il y a le produit, la fraise, la pomme, n'importe quoi. Et puis il va y avoir l'épice, l'herbe, qu'on peut trouver un peu toute l'année. Mais c'est ce travail-là qui va être pas difficile, mais c'est là le gros travail de recherche dans le goût, c'est d'aller chercher les saveurs qu'on connaît pas, qui se trouvent dans une fleur, dans une épice ou dans une herbe, et de l'associer correctement au produit sans dénaturer le produit. Juste pour l'exhauster, enfin voilà, c'est très dur. Et justement, comment est-ce que tu arrives à faire ça? Est-ce que tu as une sorte de phase de test un peu à chaque fois? Est-ce que tu goûtes les produits directement tous les deux ensemble de manière brute? Ouais, alors déjà, c'est vrai que je vais pas goûter ce que font les confrères, parce que généralement déjà on n'essaye pas de se copier. Après ce que je fais, par contre, je fais beaucoup de restos, mais pas forcément des étoilés. Aujourd'hui il y a beaucoup de restaurants à Paris, de bistrots ou simplement de restos comme Pierre Sang, des gens qui travaillent vraiment justement ces saveurs, ces épices. Il y en a plein des comme lui, il y a Mathias Marc avec Substance. Ça c'est vraiment intéressant et c'est là que je découvre toujours des petites saveurs. À l'époque j'avais fait une tarte chocolat sarrasin. Je voulais faire autre chose que du chocolat caramel ou du chocolat noisette. Et c'est en passant dans les cuisines de Stéphanie, elle faisait un homard sarrasin, que j'avais goûté le sarrasin et que je me suis dit c'est ça qu'il faut que j'associe à ma tarte.
Donc c'est souvent comme ça que je trouve les associations. Après, il y a le marché. Après, il y a des voyages qui font qu'on déguste des choses sans vraiment le vouloir à un moment donné. Et c'est ça qu'on va garder, qu'on va ramener avec nous et qu'on va l'associer avec quelque chose de français, entre guillemets, et qu'on va mettre en avant. Et est-ce que tu te souviens d'un dernier voyage qui t'a marqué, justement, une saveur qui t'a marqué Alors, je suis parti au Belize. Je suis parti au Belize il y a 1 an et demi, avant tout ça, hein. Et j'ai passé une semaine dans les cultures de cacao. Et puis le soir, ils nous ont ramenés dans les marchés. Et puis il y avait des épices de toutes les couleurs. Il y avait, franchement, c'était dingue. Je pourrais même pas te dire les noms, mais on avait pris des sachets et des sachets. Et puis en fait, l'idée, c'était de passer toute la semaine avec ces gens qui cultivaient le cacao. Et le dernier jour, de faire une recette avec eux, leur montrer nous, on avait ramené du chocolat avec nous, parce qu'eux, ils cultivent juste le fruit. Et du coup, les 2 derniers jours, c'est eux qui sont passés en cuisine avec nous. Et puis du coup, on avait toute la journée un budget pour aller sur le marché. Puis alors, j'ai pas de nom, mais j'avais des épices, mais de l'au-delà qu'on a ramené, c'était canon. Pour revenir un peu plus sur ton parcours, enfin en tout cas sur un parcours global que tout le monde a, c'est quoi ton gâteau d'anniversaire parfait ? C'est pas forcément le joli gâteau, ça va être... mon gâteau parfait, ça peut être un bon Paris-Brest à la noisette, mais dégusté, et c'est là toute la différence, avec des gens que j'aime, entre guillemets. Et je pense qu'aujourd'hui, les gâteaux, c'est des messages, c'est des objets qui servent à rassembler, à fêter et à faire passer des moments. Et je trouve que c'est simple, déguster un gâteau seul ou à plusieurs. Je pense qu'à plusieurs, c'est vraiment canon. Donc, j'ai pas de gâteau préféré, mais mon gâteau sera préféré s'il y a tous les gens que j'aime autour de la table, en tout cas. Du coup, c'était quoi les saveurs de ta toute première création ? Est-ce que tu t'en souviens ? Alors, ma toute première création, c'est pas ma première recette, hein, c'est ma première création. Si j'ai pris ma première place de chef en 2015, c'était à la réserve et j'avais fait une clémentine coriandre, c'était perles du Japon, clémentine coriandre, et c'est un dessert qui a hyper bien marché. Mais d'ailleurs, j'avais 3 desserts à la carte à ce moment-là, c'était ma première carte de chef, hein. J'avais ce clémentine coriandre, donc c'est hyper frais, ça a très bien marché. J'avais le soufflé chocolat safran, pareil, du bon chocolat Venezuela et boum, avec une pointe de safran dedans. Et j'avais la fraise shiso, donc cette herbe. Et ça, c'était 3 desserts qui ont marqué et qui, je pense, lancé mes débuts de chef, quoi, de chef en termes de créa. Et donc déjà à ce moment-là, les herbes, c'était vraiment quelque chose qui était un peu crucial dans un gâteau pour toi ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai découvert ça avec Yann Couvreur parce que c'était mon chef au Prince de Galles et lui avait beaucoup ce truc-là de rajouter des herbes, le shiso, la coriandre. Enfin bref, on est allé loin, la verveine, de l'associer avec différents parfums. C'est là que j'ai appris. Donc il y avait d'un côté Yann Couvreur, de l'autre côté Stéphanie Lecalec. Donc voilà, j'avais le duo parfait pour apprendre à travailler les saveurs. Du coup, quand je suis parti, j'ai juste eu je savais comment les travailler, à froid, à chaud, et c'est à moi de l'associer avec des parfums différents. Et justement, comment est-ce que qu'est-ce qui est différent quand tu travailles une herbe à froid et à chaud ? Souvent, moi je pense que le chaud détruit les saveurs d'une herbe, souvent. Donc c'est pour ça que souvent je fais une compotée et je vais mixer vraiment les herbes à froid à la fin et essayer de capter un maximum de fraîcheur, quoi, la verdure, comme on pourrait frotter une herbe et la sentir. C'est ça la vraie odeur en fait. Je pense que si on la cuit, on a une autre odeur. C'est pas une odeur pas bonne ou moins bonne, c'est différent. C'est quand en cuisine, c'est pour ça que je pense qu'en cuisine on fait beaucoup de mélanges. On assaisonne nos plats avec beaucoup de choses parce que voilà, c'est des mélanges qui font que on obtient un goût final. Moi en tout cas, dans mes desserts, j'essaie de toucher au minimum au produit. Je dis toujours une fraise, normalement on ne devrait pas la toucher. C'est le dessert en lui-même. Si elle est bien choisie, si elle est assez mûre, enfin bref. Après on y apporte quelque chose. L'idéal c'est de ne pas la cuire ou le moins possible et voilà. Et donc pareil pour les herbes. Mais donc est-ce que, tu dis ça a quand même un goût différent de la cuire et de pas la cuire, est-ce que ça peut quand même se combiner dans un même dessert ? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on fait une mousse en faisant infuser par exemple de la verveine et en même temps une compotée à l'intérieur avec de la verveine fraîche ? Alors oui, déjà on peut tout faire. Déjà en pâtisserie on peut tout faire. La seule barrière c'est nous. Après c'est sûr qu'il faut que ce soit bon.
On peut si on connaît exactement les saveurs cuites et crues. Après, moi, j'ai pas en tête d'association comme ça cuit cru sur des herbes. Il faudrait faire des tests, mais je pense que c'est possible. C'est de là de toute façon que naît beaucoup de créa. C'est en se disant bah tiens, je vais essayer quelque chose qu'on n'a jamais essayé. Ça marche pas, c'est bon, c'est pas bon. Ouais, donc pour toi, il faut vraiment tester tout le temps. Oui, oui. On est créa que quand on passe du temps dans le labo à travailler en fait, à travailler le produit. On a beau être, on connaît beaucoup de choses. Moi, j'ai fêté ma 20e année en pâtisserie, ma 6e année en tant que chef. Là où j'ai été le plus créa, c'est quand je suis dans le labo à toucher, sentir, à aller me balader. Enfin, c'est là où vraiment on excelle dans la création, je pense. Et est-ce que c'est aussi les moments que toi tu préfères en tant que chef? Ah ouais, c'est canon. Ouais. C'est vraiment Aujourd'hui, j'arrive à un stade où c'est sûr que c'est mon équipe qui me prépare tout ce que j'ai envie. C'est-à-dire que les bases, les crèmes, justement, ces compotés que je connais un peu, toutes les recettes, et puis qui me mettent sur la table un espèce de panier garni, et puis c'est là que je m'amuse. Je leur demande toujours de me créer un terrain de jeu, et c'est comme ça quand bon, ça en parlera sûrement après, mais en tout cas, voilà, c'est un des meilleurs moments. Enfin, moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'excite le plus, créer. Et du coup, donc tu m'as parlé des saveurs de ta première création et celle de la dernière. Est-ce qu'il y a eu une vraie évolution? Comment est-ce que un peu quelles sont toutes les différences? La dernière, j'ai envie de dire que c'est la poire que j'ai actuellement à 5 sens, la tarte aux poires Bordalou bergamote. Ça a monté en puissance, oui et non, parce que je pense que c'est mon palais qui monte en puissance, c'est mon expérience. À l'époque, c'était déjà canon. Je pense que maintenant c'est encore plus subtil et je fais certes de plus en plus attention. Je côtoie des chefs de plus en plus expérimentés qui goûtent mes desserts et du coup j'ai leur avis. Et du coup moi, je dois faire attention à être de plus en plus juste. Et je pense que forcément, quand on se remet en question comme ça tout le temps, oui, on prend en puissance. Et du coup, elle se compose de quoi cette tarte? Et ben, j'ai voulu refaire, en fait, 500 c'est une pâtisserie, donc c'est une pâtisserie de village, de quartier, on dit toujours le village Saint-Charles. Il faut que les gens puissent se retrouver dans les desserts et leur amener un supplément d'âme, quelque chose qui va pouvoir se retrouver dans le mur et qu'on va pouvoir leur apprendre ce que c'est, entre guillemets. Beaucoup de gens sur la bergamote, par exemple, me disent « Ah bon, c'est un fruit, c'est un agrume, la bergamote, je pensais que c'était une fleur. » En fait, c'est dingue le nombre de personnes qui ne savent pas ce que c'est la bergamote, entre guillemets. Donc, ce que c'est une pâte sucrée que j'ai cuite à blanc, une crème d'amande que je mets dedans, des poires pochées au sirop. Et dans la crème d'amande, on fait infuser des zestes de bergamote. Et après, on va réaliser tout à la fin de la tarte, une fois qu'elle est passée en cuisson, un crémeux caramel bergamote qu'on va venir pocher tout en gourmandise sur la tarte. Donc, elle va donner de la rondeur. Et vraiment, moi, j'ai besoin que mes tartes, mes produits, ils soient gourmands. Toujours très peu sucrés, mais très gourmands. Et donc ça, tu le fais justement en ajoutant ce genre de petits détails, des crémeux, ce genre de choses. Exactement. Voilà, après, j'équilibre. Elle est sortie d'abord naturellement. Enfin, la classique Bordalou, poire, crème d'amande. Et il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose à l'œil déjà. Et après, il fallait quelque chose de, voilà, qui lie un peu tout ça. Et c'est en faisant plusieurs essais. Ça part souvent de, voilà, j'ai une crème qui me reste dans la chambre froide. J'essaie avec cette crème-là. Déjà, c'est bien en texture. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre crème? C'est comme ça qu'on travaille et qu'on arrive à... Et du coup, tu m'as dit qu'il manquait quelque chose à l'œil. Donc finalement, l'esthétique, ça compte aussi beaucoup dans le processus créatif pour toi? Ouais, bah les deux, c'est hyper important. Les deux sont hyper... Il n'y en a pas un qui monte au-dessus de l'autre, même si on va dire que c'est obligé que ce soit bon. Ça doit être bon, mais ça doit être beau, ou ça doit être gourmand. Avant d'être beau, ça doit être gourmand. Le gâteau de maman, le gâteau de mamie, ils n'étaient pas forcément beaux, mais ils étaient gourmands. Et aujourd'hui, quand on va s'acheter un produit ou quand la majorité des clients qui vont s'acheter des gâteaux, c'est pour se faire plaisir. Si on veut quelque chose de ultra joli, on va dans un dessert de restaurant, enfin un restaurant de dessert, et dans une pâtisserie, il faut que ce soit gourmand, il faut qu'il y ait du volume, mais ils aiment le volume, mais ils veulent que ce soit léger. Donc à nous de trouver l'entre-deux aujourd'hui. Et enfin, pour terminer cette première partie, ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Pour moi, la pâtisserie, c'est un grand moment de partage. De partage avec mes équipes, de partage avec les clients, aujourd'hui de partage avec William, mon associé. Je pense qu'aujourd'hui, à la pâtisserie, on a des gâteaux sur la table aux anniversaires, au mariage, à n'importe quelle fête. C'est quelque chose qui est fait pour faire plaisir et je pense que je le fais depuis tout petit pour faire plaisir aux gens, pour avoir ce moment-là où on met le gâteau sur la table et on voit les gens avec le sourire. C'est rare
que vous mettiez un gâteau sur la table et bah, enfin le dessert. Donc c'est vraiment pour moi le partage avant tout. Ouais, bah forcément, c'est toujours un moment de plaisir. C'est ça. Donc pour cette deuxième partie, moi je voudrais un peu parler des saveurs inspirantes qui t'inspirent au quotidien. Donc avec 5 Sens, ton objectif c'était aussi de mettre en avant des producteurs. Donc toi, tu m'as un peu parlé de ton rapport aux produits, mais du coup, comment est-ce que tu vas les choisir aussi, les produits? Alors, quand je vais choisir les produits, ben déjà, je vais me laisser séduire par les producteurs, par les revendeurs, entre guillemets, parce que des fois ça passe par Rungis. Et je vais les goûter tout simplement. Je vais les goûter, je vais en avoir un, puis une fois que j'en ai goûté un bon, je vais essayer de me renseigner chez les copains s'ils n'ont pas d'autres fournisseurs pour comparer le produit. Et à partir de là, je vais le tester dans mes recettes et voir si le produit résiste à la chaleur ou pas, pour le mélanger, enfin, en tout cas réussir à avoir ces différentes textures que je te disais avant, crémeux, moelleux, croustillant et compagnie. Et du coup, un même produit, tu essayes de le travailler sur plusieurs textures à chaque fois? Ouais, j'essaye vraiment. Alors si on parle d'un fruit, j'essaye par exemple, j'ai une bonne fraise. Qu'est-ce que je peux ramener comme texture avec cette fraise qui est là, en la travaillant pas, en essayant de faire une glace, un biscuit, un croustillant. Et ouais, c'est important en le dénaturant le moins possible pour garder le maximum de goût. Et toi, du coup, parce que ça a l'air d'être quand même très important, le produit dans ta pâtisserie, est-ce que c'est ta source d'inspiration principale? Ouais, alors là clairement oui. Ça l'était pas il y a 7 ans, et quand une fois de plus, après mon passage au Prince de Galles, aujourd'hui, quand je conçois un dessert, c'est d'abord quelle saison on est, qu'est-ce qu'il y a, je vais faire le marché. De toute façon, il n'y a pas mieux que le marché pour savoir ce qu'il y a comme fruits de saison. À partir de là, une fois que j'ai le produit qui est bon, j'ai une matière première qui est bonne, c'est de là que je vais aller essayer de le travailler différemment et de lui donner une forme un peu. Après, on est bien sûr dans ce milieu parisien un peu qui est très dans la communication, à essayer de faire des desserts qui sont quand même gourmands et jolis. Donc jusqu'où on peut aller sans dénaturer le produit. Mais c'est vrai que ma première étincelle, ça va être vraiment le produit en lui-même. Si le produit ça t'inspire, enfin qu'est-ce qui t'inspire plutôt visuellement? Je veux dire, parce qu'un gâteau c'est quand même aussi visuel. Est-ce que ça va être la forme d'un fruit, par exemple, je sais pas, le fagot de vanille, par exemple? Et est-ce que c'est ça qui t'inspire aussi beaucoup Non, je vais me servir de la forme du fruit pour m'inspirer à une forme. Après, est-ce que c'est réalisable, pas réalisable? Au début, quand je me suis dit un fagot, ça va être impossible de réaliser un fagot. Si, en fait, rien n'est impossible. Dans la créa, rien n'est impossible, je pense. Il faut aller loin, il y a beaucoup de travail. Maintenant, non, je me sers pas que de ça. J'essaye de pas non plus m'en éloigner trop, mais je peux m'inspirer de n'importe quelle forme, euh, du moment qu'elle est élégante pour faire un gâteau. Ok, et le fagot de vanille, par exemple, comment est-ce que ça t'est venu? Et ben, c'était une année où j'étais vraiment à fond dans la vanille. J'avais sorti mon omelette norvégienne à la vanille. J'étais au Prince de Galles du coup avec Stéphanie et bref, elle a fait un carton, ce dessert a fait un carton. Du coup, je me suis dit, si c'est les fêtes de Noël, je vais surfer sur la vanille. Ok, qu'est-ce que je peux faire comme bûche à la vanille? Et là, je m'enferme dans le labo. Déjà, je m'enferme d'abord dans le bureau. Je fais des recherches sur internet, dans mes bouquins, dans mes livres. J'essaie de me créer une espèce de mood board de tout ce que je pourrais faire comme forme, réalisable et irréalisable, jusqu'à temps de trouver, tomber sur un fagot qui m'a inspiré, peut-être. Et voilà, après j'ai moulé un tube vraiment cylindrique en chocolat. J'ai collé une par une des gousses, des vraies gousses dessus. Puis je l'ai collé en silicone, puis après en plâtre, puis après en silicone. Et ça demande des mois et des mois de conception. Mais voilà, l'idée elle est venue enfin ça vient souvent comme ça. Mes idées, je suis pas arrêté sur un truc. Il faut que, je sais que j'ai une deadline. Je me fixe un jour où je dois avoir fini. Et jusqu'à ce jour-là, je suis capable de changer 10 fois de forme. Je sais que j'ai jusqu'à vendredi minuit. J'irai jusqu'à vendredi minuit, à part si j'ai vraiment trouvé la chose parfaite avant, quoi. Mais à ce moment-là, est-ce que le goût, tu sais déjà exactement ce que tu vas mettre en termes de goût, ou est-ce que ça vient quand même un peu Non, après c'est un changer? ping-pong, hein. Après c'est vraiment un ping-pong. C'est-à-dire que je sais que j'ai la vanille, j'ai des crémeux qui marchent bien, on a fait des essais de crémeux, donc on a un crémeux qui est très croustillant avec beaucoup de perles de vanille dedans, qu'on veut incruster dedans. Donc voilà, ce fagot il est arrivé aussi parce que c'est important pour moi de faire une bûche qui ressemble un minimum à une bûche. Donc là le fagot il allait bien, il était quand même cylindrique. Donc
d'où aussi le fagot, parce que je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui soit cylindrique. Et après, forcément, l'insert, le biscuit, enfin tout ça, ça évolue. Je les ai, les produits, j'ai les recettes, mais comment je les travaille en rond, en insert rond, plat, enfin bref, différentes couches, ça c'est les essais. Et les essais, et les essais. Et est-ce que quand même, parce que tu m'as dit beaucoup, tu vois, tu veux mettre en valeur les produits, est-ce qu'il y a aussi beaucoup une volonté de mettre en valeur des producteurs locaux, français, ce genre de choses? Oui, alors oui, avec 5 Sens, depuis que j'ai rencontré William, on est vraiment... Alors, 5 Sens, voilà, c'est vraiment quelque chose, comme je t'ai dit avant, on essaie de mettre en avant autre chose que les gâteaux. Certes, ils viennent pour acheter des gâteaux, mais on veut leur apprendre quelque chose d'autre. On a commencé avec ce mur d'ingrédients, de produits. On voudrait aller plus loin. On a déjà commencé à aller visiter la ferme des Prés, Encuentro, le chocolat à Lille. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Moi, je suis descendu aller visiter les amandes, le miel. Cette année, vraiment, en 2020, j'ai vraiment pris conscience. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait des gens comme nous derrière qui nous faisaient en fait ces matières premières. Et c'est hyper important pour moi maintenant, avec 5 Sens, de trouver un moyen de les faire venir à 5 Sens, de créer des ateliers sensoriels en 2021, des week-ends miel, des week-ends même farine, et de juste créer des événements pour les gens qui ont envie d'en apprendre un peu plus. Et comment t'imagines ces week-ends sensoriels? Alors, les ateliers sensoriels, je les imagine le mercredi après-midi de 3 heures, ils sont déjà quasiment dans ma tête. Hein. Et pendant 2-3 heures, avec un adulte, un enfant, admettons que sur le chocolat, et du début à la fin, un peu comme le mur, mais plus développé, du début à la fin, comment on le travaille et avec quoi on le travaille, subtilement et à la maison, réalisable à la maison, sans faire des recettes, parce que ça se déroulerait à Saint-Charles, on n'a pas de four, mais juste voilà, leur montrer, arriver peut-être avec des produits finis, non finis, mais qu'ils en apprennent beaucoup. La fève de tonka, je vois pendant un moment on a mis la fève de tonka dans le mur, quand on faisait sentir aux gens, enfin pour eux fève de tonka c'était du cacao, la fève et tout, enfin c'était, et encore là moi j'en ai appris beaucoup sur les gens et sur leur connaissances en termes de produits. Mais du coup, par exemple, la vanille, c'est quand même un produit exotique. Est-ce que tu penses que c'est quand même compatible avec une pâtisserie qui serait durable? Parce que mettre à l'honneur des pâtissiers français, ça va aussi dans une démarche de durabilité, mais pour tout ce qui est plus exotique, est-ce que pour toi ça rentre en compte quand même? Alors aujourd'hui je suis pas avec 5 Sens, on n'est pas dans le, enfin dans le français, on n'est pas dans le 100% français. On respecte on respecte les producteurs, que ce soit des producteurs français, américains, allemands, bref. Et moi j'étais au Belize et j'ai visité ces coopératives, ces fermes de cacao, et c'est là qu'on voit vraiment l'importance que ça a d'acheter du bon chocolat au lieu que du chocolat où à contrario il y a des enfants qui travaillent derrière, comme tout quoi, enfin des gens pas maltraités, mais en tout cas vraiment dans des conditions extrêmes. Donc moi c'est surtout sur ça aujourd'hui avec 5 Sens que je fais attention. C'est sûr que si demain on commence à parler de fruits qui viennent d'ailleurs, en tout cas des îles ou quoi, oui il y a de l'empreinte carbone, oui il y a tout ça. Je pense que aujourd'hui c'est pas la vanille, c'est pas importer de la vanille qui va faire que, je pense qu'il y a pire. Je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, mais je pense qu'aujourd'hui si on veut faire attention, il y a déjà plein d'autres choses à faire attention que de la vanille, que d'accuser de la vanille ou peu importe ce qu'on fait venir, qui de toute façon les cargos feraient quand même le trajet. Ça reste quand même des dom-toms, ça reste quand même français. Aujourd'hui on peut les faire bosser, on peut leur filer un coup de main, en ramener en France, enfin en métropole, on en utilise beaucoup. Pour moi je pense que pour l'instant je suis pas arrêté là-dessus. Ok. Et justement, tu veux aussi mettre plein de bons produits, mais par exemple, si moi j'ai envie de créer un dessert à base de yuzu, où est-ce que je peux m'en procurer? Alors au comptoir du poivre, dans le deuxième, chez Nishikidori, ils en vendent, enfin il y a des arrivages tous les 2 semaines, ou toutes les semaines, ou 2 fois par semaine, je sais plus, mais en tout cas, si vous les appelez, ils vous en commandent, vous les avez 3 jours après. Moi je les achète là-bas, c'est vraiment en plein milieu du deuxième. À côté on a l'épicerie Rollinger, qui est pareil, il y a toutes les vanilles, il y a tous les poivres, il y a tous les... Donc c'est canon en fait, c'est vraiment... Moi j'adore aller là-bas. C'est pareil, quand je crée, je vais là-bas et c'est Nishikidori, c'est vraiment le pays asiatique entre guillemets, du riz soufflé, enfin plein de choses. Et je fais le tour du magasin, ils me connaissent très bien,
Et je vois à chaque fois, il y a des paquets pour tous les grands chefs qui sont préparés. Enfin, c'est vraiment des boutiques qui sont accessibles à tout le monde et où il y a des petites perles dedans. Et pour les gens qui seraient plus hors de Paris, est-ce que tu conseillerais plutôt d'aller directement chez les producteurs? Oui, j'ai envie de dire oui, carrément. Enfin, si on a la chance, il y a beaucoup, hein, enfin, il y a beaucoup de régions hyper riches où en faisant avec la voiture une demi-heure de route, on peut trouver du miel, des noix, de la crème, enfin plein de choses. Et oui, carrément. Alors pour 500, il y a aussi des choux, mais en apparence, donc c'est un dessert qui est super simple. Comment est-ce que tu arrives à en faire quelque chose d'original? Déjà, je pense, en voulant pas spécialement en faire quelque chose d'original, le chou en lui-même, on l'a fait. C'était une idée que m'a proposé William au début. Je l'ai apprivoisé cette idée-là et on en voulait un gâteau cadeau. Donc son étui, autre chose que le macaron. Et donc on est parti sur ça. En les faisant jour après jour, je me suis rendu compte que c'était vraiment une pièce parfaite pour tester un parfum, parce que c'est 2 bouchées. On n'en impose pas un gâteau, même si c'est individuel, mais une grosse portion de 80 grammes à un client, et on peut en tout cas se tester dessus. Là, on commence à les couper, à pocher dessus. En fait, je veux vraiment pas qu'il y ait de cadre dans mes choux. Je veux pas qu'on se dise que c'est que du glaçage dessus. Voire même si demain il n'y a plus de glaçage, ça me dérange pas du tout. À moins que le glaçage il soit vraiment goûtu et qu'il soit fait naturellement avec des produits, pas des arômes ou quoi que ce soit. Donc non, le chou c'est un vrai terrain de jeu pour moi. Et là, ça fait que 2 mois du coup que 500 s'est ouvert demain. Et, euh, et qu'il y a plein de choses qui vont évoluer. Mais c'est vraiment quelque chose où on peut y apporter de la texture différente, vraiment des parfums, des associations de parfums dingues. Et je pense que c'est que le début. Hein. 2021, je vais être en forme. Et par exemple, t'as créé quoi comme alliance de saveurs dingue avec ces choux? Alors, ça fait que 2 mois. On s'est fait vraiment, on a vraiment bien marché. Aujourd'hui, il y a un chou qui est pas encore sorti à la carte parce que l'idée du début, c'était d'avoir 8 parfums plutôt classiques et 2 du jour, surtout sur ceux-là sur lesquels on peut s'amuser. Au final, doucement, je commence à dévier. J'ai le citron yuzu qui est canon, qui est vraiment canon. Le châtaigne, il est seul. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de subtilité dessus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'herbes, d'épices. Mais il est vraiment canon. J'ai ajouté un peu de cognac dans la crème. Il y a le mangue safran qui va arriver bientôt. Et pomme verte gingembre. Enfin voilà, c'est des parfums qui vont arriver tout doucement. Mais les gens, c'est des gens, une fois de plus, de quartier qui sont habitués à manger des choses gourmandes. Et il faut y aller doucement. Il faut d'abord qu'ils m'apprivoisent, qu'ils savent qu'ils peuvent me faire confiance. Et après, on pourra leur faire goûter, monter petit à petit en puissance sur les parfums. Du coup, le safran, ça a l'air d'être quand même une épice que tu utilises assez souvent. Pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes bien dans le safran? Le safran, c'est drôle parce que c'est hyper fort, c'est hyper difficile à travailler. On peut vite passer dans la paella et compagnie, alors que ça reste un dessert. Et non, j'aime parce que justement, c'est hyper difficile. Un pistil de safran peut vraiment faire vriller la recette et être dans le écœurant pour un dessert. Et je trouve que ça, c'est vraiment précis. Une fois de plus, en faire 100 grammes et en faire 10 kilos, enfin, je veux dire, pour une production. Avant, j'étais en restauration, on faisait 1 kilo de masse, on pouvait mélanger comme ça. Aujourd'hui, on fait 10 kilos, on peut pas rater 10 kilos, on peut pas reprendre 10 kilos. 1 kilo, on rajoute 1 kilo dedans, et puis hop, 10 kilos, on peut pas rajouter 10 kilos. Donc, c'est très subtil, et la créa, elle y va de 1 kilo, puis après, on remonte à 2, 3, et je trouve que c'est des parfums. C'est pas en doublant la dose qu'on va doubler le parfum, et c'est comme la vanille. La vanille, tu peux en mettre 50 grammes ou 300 grammes, tu n'auras pas plus de vanille. Mais il y a une façon d'infuser les choses. Et le safran, c'est pareil. C'est pour ça que je pense que j'aime bien ces saveurs-là, parce que c'est pas à peser 50 grammes de chocolat, ce sera 50 grammes de chocolat. 50 grammes de safran, c'est presque déjà, on peut pas le peser. Il faut que ça se goûte, quoi. Il faut que ça se goûte. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore. Et comment tu le travailles? Tu le mets à infuser dans des crèmes ou... Ouais, alors souvent, oui, je le mets clairement infusé. Donc à chaud, on le met dans la crème, on a déjà fait des pâtes à choux safran, ça infuse super bien et quand c'est subtil, ça donne vraiment un bon petit goût que des fois on va chercher ce que c'est et c'est ça qui est intéressant. La technique pour pas me tromper ou du moins
pour que l'équipe puisse les réaliser comme je veux, c'est de créer une masse, par exemple, de crème très forte. Et c'est dans cette masse-là qu'on va piocher pour après diluer dans une autre masse. Tu vois, parce qu'au début, et cette masse-là, moi, je vais la contrôler. Je vais faire mon mélange, par exemple, je vais mettre 10% dans la neutre. Et à partir de là, on ne pourra pas faire d'erreur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, ça c'est la cuisine. Il faut goûter. On met du safran, il y a trop, on enlève, on met, tac, tac. Mais quand on fait des choux comme ça, où le week-end on en passe 150 de la même variété, on ne peut pas se permettre de « Oh, je fais de la crème, j'en refais. » Non, on a quand même des fiches techniques bien précises. Mais pour pouvoir le graduer, je l'infuse, donc il n'infusera pas plus. J'ai une masse hyper concentrée, presque pas bonne à manger. Mais celle-là, je vais prendre 10% que je vais mélanger dans une crème neutre qui fera que ce sera toujours régulier. D'accord. Et donc le safran, c'est peut-être, je sais pas si c'est ton ingrédient favori à travailler, mais sinon, ce serait lequel? Non, c'est pas du tout le safran. J'aime bien le travailler et je trouve que le chocolat safran, le soufflé à l'époque, il était canon. La mangue safran que j'ai sorti au Prince de Galles, d'où le chou mangue safran. Et pareil, on a surpris plus d'un et Stéphanie Guelec. Et j'ai la fleur de sel. C'est pas un épice, ou je sais pas si on peut la comparer comme une épice, mais c'est quelque chose que j'utilise aussi depuis un certain temps dans la pâtisserie. Je mets beaucoup de fleurs de sel dans mes desserts parce que ça casse le côté sucré et ça amène ces pics. Là, on peut travailler un produit comme la vanille, y apporter un peu de fleurs de sel et pas forcément de la framboise, de la passion ou quoi que ce soit. Et on a quand même ce coup de jus qu'on cherche dans un dessert, c'est-à-dire voilà, ce petit moment sur les papilles où voilà, ça explose. Et je trouve que ça, c'est vachement cool. Et au contraire, c'est lequel qui te donne plus de fil à retordre, où t'as un peu plus de mal, mais t'aimes bien quand même le travailler? Alors le safran, il est pas mal. Le safran, il est pas mal à ce niveau-là. Vraiment, c'est compliqué parce qu'en plus de ça, il y a les clients. C'est pas parce que moi j'aime comme c'est que le client va aimer. Dans le même registre, en pâtisserie, il y a le gingembre qui est assez compliqué et la truffe. Et justement, du coup, le gingembre et la truffe, comment est-ce que eux tu vas les travailler? Bah là, il faut goûter. Il faut une fois de plus se créer une base, un vinaigre. Il faut se créer son vinaigre de gingembre, dans lequel on peut aller peser après dans la recette 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes. Mais partir d'une pousse de gingembre directement, c'est vraiment très compliqué parce que là, il faut y aller parce que ça peut pulser et il y a des gens qui recherchent ça. Et il y a des gens, ils vont aimer juste le gingembre très doux. Et trouver le milieu, c'est toujours ça qui est hyper délicat. C'est viser dans le mille sur les clients. Donc toi, c'est vrai, tu fais souvent du coup ce truc de faire une petite quantité très très infusée et pour pouvoir après les redispatcher. Ouais, c'est important de trouver des techniques comme ça parce que en pâtisserie, il y a faire et faire faire. Et faire, c'est très compliqué. On peut être le meilleur créateur du monde si derrière, ils savent pas doser. Eux, ils sont pas tous comme nous, ils ont pas tous mon palais, moi j'ai pas le leur. Et du coup, pour refaire, ça c'est des émotions qui passent que par la bouche. Et il y a des produits comme ça. Un fruit, lundi tu peux avoir la meilleure fraise, le vendredi tu peux avoir la plus mauvaise. Pourtant il y a marqué 50 grammes de fraises. Donc il faut goûter et à partir de là il faut jouer avec le produit. Du coup pour toi c'est quoi qui fait un bon dessert? Pour moi un bon dessert il faut clairement de la gourmandise. C'est-à-dire ce mélange de textures avec du croustillant, avec de la feuilletine ou un biscuit, un crémeux pas dense, qui se tient mais pas forcément très dense, ou une bonne crème pâtissière à la vanille, et un fruit, limite déposé dessus ou à peine assaisonné avec un peu d'huile d'olive, un peu de poivre, un poivre du Timut, et tout ça, un fond de tarte bien croustillant, une crème comme ma dernière tarte tatin. Un fond de tarte, une crème à l'amande au fond, pas cuite, limite pas cuite, des pommes que j'ai cuites à côté, que j'ai vraiment garni gourmand et que j'avais fait infuser avec un peu de tonka, fèves de tonka. Et voilà, c'était un bon dessert et il a fait un carton, les clients ont adoré. Ouais, en fait, vraiment ce truc de mêler un peu des ingrédients qui sont plus habituellement de l'ordre du salé, c'est beaucoup ce qui marche dans ta pâtisserie. Ben, aujourd'hui ça plaît, les gens ils regardent la télé, il y a toutes ces émissions et du coup on est obligé de aussi on découvre, on goûte, on est attiré. Moi j'avoue que oui, j'aime bien m'inspirer de la cuisine.
Alors, sur un autre sujet, dans ton livre Le carnet de recettes qui déchire, t'as l'ambition de mettre la pâtisserie un peu dans les mains de tous et de désacraliser un peu la pâtisserie de luxe, si on peut dire. Et c'est un peu ce que tu veux faire aussi avec 5 Sens, puisque mettre la pâtisserie dans les mains de tout le monde. Moi, j'adore ce projet. En plus, j'ai offert le livre à Noël parce que vraiment, je trouve qu'il est très bien fait. Justement, comment est-ce que toi, tu fais la distinction entre une pâtisserie qui est plus de maison, que tout le monde peut refaire, et la pâtisserie de luxe? Alors, comment je fais la distinction? C'est simplement... on utilise le même... on peut aujourd'hui, en tout cas, trouver les mêmes ustensiles, on peut avoir les mêmes matières premières si on cherche un peu. Nous, c'est sûr qu'on a plus d'expérience là-dessus. Mais ça va vraiment être la patience, la rigueur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on apprend, nous, en 20 ans de métier, même en 5, 10, 15, 20 ans de métier. Quand je les vois faire à la maison, quand je vois faire les gens, quand je les ai en atelier, je suis avec eux, donc ils voient comment je fais. Forcément, ils veulent aller plus vite. Et il y a des détails qu'ils connaissent pas. Donc, c'est juste comme ça. Et c'est pour ça que dans le livre, je mets une recette par page que je décris au maximum. Des fois, je vais dire des choses qui peuvent paraître bateau pour nous, mais c'est hyper important pour eux. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas d'exemple là, mais c'est vrai que si tu lis le procédé, souvent j'ai des retours comme quoi les gens me disent en fait c'était trop facile quoi. Ouais. Il n'y a pas de surprise. Donc qu'est-ce qui différencie les deux? Après bien sûr, nous c'est notre métier, on est dans ce qu'on appelle des labos, on a fait des recherches toute la journée, on pousse l'exigence au maximum, en tout cas dans le luxe entre guillemets, et on aura appris que couper un quartier de pomme très fin, ça donnera beaucoup plus d'élégance en l'ayant posé avec la pointe qui monte en l'air. Enfin, nous, on a des codes à respecter qui sont pas marqués dans les livres. Enfin, c'est difficile, il faut être avec. C'est pour ça que j'ai créé ces ateliers juste après le livre. C'est pour donner encore plus aux gens. Et donc, il y a cette idée d'esthétisme, un peu de code qu'il y a dans le milieu. Mais après, il y a aussi plutôt une partie de... Les gens n'osent pas, finalement, quand le vocabulaire est un peu plus compliqué. Pourtant, en fait, ça veut dire la même chose, entre guillemets. Est-ce que toi, il y avait aussi cette ambition de mettre un peu un vocabulaire à la portée de tout le monde, en fait, que tout le monde peut comprendre? Moi, c'était surtout ça à la base. C'est simple, je voulais faire mes recettes avec pas de termes techniques et et limite pas de matériel. En me disant, celui qui a un 18 mètres carrés, 15 mètres carrés à Paris, qui a pas de place pour stocker un batteur ou quoi que ce soit, puisse se mélanger à la main. Et c'était ça. Et du coup, le livre s'est créé autour de cette idée-là. Là, je vais te poser une question qui est un peu plus perso. Enfin, toi, quand tu vas chez des gens, est-ce qu'on t'est toujours préposé au gâteau ou est-ce que t'aimes bien quand même un peu goûter justement des nouvelles saveurs des gens qui pourraient te faire découvrir en fait des gâteaux très simples entre guillemets, mais s'ils ont ajouté une petite touche perso, bah ça te fait quand même découvrir quelque chose. Ouais, alors souvent c'est vrai quand on m'invite, j'ai toujours le droit à n'oublie pas le dessert. Moi j'aime bien l'apporter, j'aime bien faire plaisir aux gens, j'aime bien l'apporter, mais j'aime aussi découvrir ce qu'ils font et savoir ce qu'ils ont travaillé, comment ils l'ont travaillé, si c'est un crumble, si c'est... voilà, des fois des choses simples, puis on va échanger, ils vont apprendre un peu plus et j'aime bien aussi, ouais. Quel conseil à moi est-ce que tu pourrais me donner, qui suis pas pâtissière mais quand même bien faire des gâteaux, que tu trouves qu'on donne pas du tout assez souvent? Comme je disais avant, de prendre son temps. La pâtisserie, c'est du temps, c'est de la patience et de la rigueur. Donc, c'est pas parce qu'on l'a raté une fois qu'il faut pas... c'est comme les crêpes, hein. On dit toujours, on rate la première. C'est pour... c'est pas un exemple pour rien, c'est pour connaître la chaleur de sa plaque, comment elle est graissée, pas graissée. Une recette, c'est pareil, on l'a fait une première fois, alors soit on a la chance des débutants et ça réussit, mais sinon on apprend toujours quelque chose, on se rend compte que voilà, j'aurais pas dû le mélanger comme ça, ou pourquoi ça durcit, au moins on a une base sur laquelle on peut travailler. La pâtisserie, c'est ça, du premier coup, c'est rare. Et ouais, donc en fait, il faut aussi pas se décourager. Et si je veux essayer de créer un dessert à base de poire, bah en fait, de continuer à créer. Exactement. Et tester Simplement plusieurs faire saveurs. déjà, Ouais. mais même faire déjà un gâteau. Enfin, après, si on passe dans la créa, il faut connaître parfaitement ces recettes pour créer, pour les modifier. Mais avant de créer, il faut déjà beaucoup les travailler pour les connaître, pour connaître les recettes de base. Et une fois qu'on a toutes ces recettes de base et toutes ces techniques un peu, là, on peut aller dans la création plus. C'est exactement ce que nous on fait. Nous, pendant 5, 10, 15 ans, on a appris. Moi, j'ai eu la chance de passer par pas mal de chefs, de techniques différentes, de façons différentes. Et arrive un moment, tu sens que c'est le moment, tu as un déclic et tu te lances.
et tu mélanges tout ça et tu fais ta propre pâtisserie, ta propre pâte, mais parce que tu connais très très bien la réaction de tes matières premières, tes ingrédients, le rôle de l'œuf, le rôle de la farine, et là tu peux créer, tu peux aller plus loin. Cette réaction des ingrédients de base, mais tu vois, par exemple, si je me dis, bah tiens, dans la poire, comme tu fais, je vais rajouter de la bergamote, là, au-delà de ça fonctionne, c'est aussi un peu de l'instinct, non? Ah, ça c'est carrément de l'instinct après. Après, c'est une fois de plus, j'ai goûté déjà ou j'ai pas goûté. Si j'ai pas goûté, j'y vais subtilement. J'ai goûté un jus ou n'importe quoi, une infusion, bref, quelque chose qui m'a fait penser à la bergamote. Et après, il faut faire. Ça, c'est exactement pareil qu'un procédé. On fait une première fois. Est-ce que le zeste, il va continuer à évoluer? Est-ce qu'il va s'infuser toute la nuit? Est-ce que après l'infusion, ça stoppe et ça reste... Faut faire, nous, nos essais, on les fait, on les place au frigo, on les goûte le jour 1, le jour 2, le jour 3. Enfin, voilà. Enfin, et tout ça, c'est pour ça que c'est difficile à la maison et que c'est déjà bien que les gens réinterprètent nos recettes. C'est déjà très bien. Après, c'est vraiment de l'instinct, comme tu dis, c'est vraiment... il faut le vivre, quoi. Ouais, parce qu'en fait, une crème que t'infuses, elle aura pas le même goût sur plusieurs jours. Tout dépend ce qu'on infuse. Tout dépend ce qu'on infuse. Il y a des produits si, il y a des produits non. D'accord. Et tu parlais aussi d'écrire un second livre. Ça sera quoi l'ambition avec celui-ci? Est-ce que c'est toujours de mettre la pâtisserie à la portée de tout le monde? Alors clairement oui, c'est de rester dans la même lignée. C'est la suite du carnet de mon carnet de recettes qui déchire. Mais avec 2 ans de maturité en plus, un peu de moins de smiley peut-être. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que dans ma vie professionnelle, j'ai passé un cap. J'ai fait des rencontres, j'ai créé des projets. 5 Sens Paris, j'ai eu le Fouquet's. J'ai rencontré plein de gens comme Pierre Gagnère, Cyril Lignac et compagnie. Il y a eu ce confinement qui nous a fait tous réfléchir et j'ai mis tout ça dans le 2e livre, à la portée de tout le monde, même format, ce format un peu qui s'ouvre sur le plan de travail, qui a un papier glacé qui se tâche moins et voilà. Et est-ce que justement le confinement ça a pu peut-être t'inspirer dans cette voie-là, puisque justement tout le monde était chez soi et donc cette idée de permettre à tout le monde de réaliser des desserts un peu avec un goût de luxe entre guillemets depuis sa cuisine. En fait, j'ai été hyper actif pendant le premier confinement. Dès le jour où on a fermé le Fouquet's, je suis rentré chez moi, j'ai récupéré des matières premières. Alors j'ai fait beaucoup de gâteaux pour le SAMU de Paris, pour une association qui s'appelle Étoile et Solidaire. Donc j'ai fait beaucoup de pâtisserie. À côté de ça, j'ai fait beaucoup de live parce que je me suis dit qu'on a tous des communautés plus ou moins importantes, que tous ces gens-là, ils sont avec nous toute l'année et que s'il y a un moment où il fallait bien être avec eux, c'était ce moment-là. J'aime ça en plus, c'est-à-dire que j'aime me filmer peut-être, j'aime tchatcher, je parle. Et j'ai fait un live, 2 lives, 3 lives par semaine. Et je voyais cet engouement que ça prenait et la réaction des gens. Et puis après, les questions après, les photos des gens qui faisaient les desserts. Enfin, c'était ouf. Et du coup, certes, il y a des recettes que j'ai créées pendant le premier confinement. Alors, donc maintenant, je voudrais terminer avec un questionnaire de Proust façon saveur. La première question, c'est quelle est la région de France qui t'inspire le plus en termes de saveur? Alors, la région qui m'inspire le plus, c'est Biarritz, donc le sud-ouest. Pourquoi? Les saucissons, le poivre, enfin, il y a un peu tout là-bas, et enfin, c'est très vert. C'est très très vert, il y a la montagne, la mer, et je pense que ouais, ils ont la chance d'avoir des ingrédients canons, et j'y ai sorti une pâte à tartiner piment d'Espelette suite à un passage là-bas. Enfin voilà, j'ai plein de petits rappels comme ça. Et tu parles de la mer et la montagne, est-ce que ça peut être des sources d'inspiration gustative? Gustatif peut-être pas, mais je pense que c'est ce qui fait que ils ont, je pense, un climat différent des autres régions et qui peut apporter ce plus. Et la Moselle, qui est la région où tu as grandi, si tu devais la décliner en 4 saveurs, ça donnerait quoi? Ça donnerait la Mirabelle, sa cousine la Quetch, c'est un truc avec les fruits avec lesquels j'ai grandi, la bergamote et la pomme tout simplement, mais voilà, on avait des vergers dans lesquels on courait, on cueillait nous-mêmes les pommes. Puis les grand-mères elle faisait des compotes, j'en ai mangé et remangé, des tartes aux pommes. Est-ce que ça t'a inspiré dans tes premières créations? Alors non, pas du tout. Non, mais par la suite, beaucoup, ouais. Mais, dans mes premières créations de chef, si. Enfin, la Mirabelle, j'aime beaucoup. Puis forcément, on fait toujours c'est quand même cool de faire des clins d'œil à sa région. Et
et ça en parle. Donc ouais, j'ai fait mes premiers desserts à la Mirabelle quand j'étais à la réserve. Ouais. Et comment t'aimais travailler à la Mirabelle? Alors j'aimais à travailler avec de la bière. C'est vrai, c'est un super. On avait fait un sorbet à la bière, une émulsion à la bière, et ça passait super bien, Mirabelle et bière. Pourtant, du coup, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas vraiment non plus exactement la même région. Mais comment est-ce que tu travailles la bière en sorbet? Tu mets directement de la bière ou... Ouais. On avait alors, lait ou crème, je sais plus au juste, mais avec un pourcentage de bière dedans, pas mal. On sélectionnait bien sûr la bière qu'on voulait, et puis après on en fait comme une crème anglaise. Et c'est incroyable. Même la crème bière, c'est incroyable en fait. Ouais. Bah pourtant, c'est un truc auquel on pense pas justement, parce que c'est quand même très salé, puis ça a un goût assez prononcé, non, en pâtisserie. Mais après c'est toujours pareil, c'est dilué dans de la crème, dans du sucre, dans des œufs, donc mais c'est une association qui était hyper cool. Ouais. Et si tu devais plus utiliser que 2 ingrédients pour le reste de tes créations, ce seraient lesquels? Alors si je devais en garder que 2, je dirais la vanille et la noisette. Enfin, il y en a plein que j'aimerais garder, c'est vraiment pas une question piège, mais c'est vrai que dans la vanille, pour moi la vanille s'associe quasiment avec tout. Il n'y a pas beaucoup de produits, elle est tellement neutre, entre guillemets, ou longue et douce. Et la noisette, elle peut aller d'un côté très gourmand, très doux, à un côté très torréfié et très amer. Donc on peut avoir de tout, en fait. Et là maintenant, si je te demande de créer un dessert à base de mangue, à quoi est-ce que... avec quelle saveur tu l'associes? Là, tout de suite, ouais, je vais tricher, mais je vais dire le safran. Ouais, et s'il faut changer, mangue, gingembre. Ok. Ça, c'est pareil, c'est pas tellement commun, non, mangue gingembre. Et j'ai jamais fait. Mais si tu me dis là, si je dois en travailler un soir, si je dois en essayer un soir, j'essaierai mangue gingembre. La mangue, c'est doux. C'est doux, le gingembre, ça peps. Le nom, ça va bien ensemble, mangue gingembre. Et je pense que ça peut être quelque chose de sympa, ouais. Et c'est toujours ça que tu penses? Peps, doux, associé à ce genre de choses? Ouais. C'est un parfum assez fort, une bonne mangue. Et ouais, c'est exactement ça. Ouais. Alors maintenant, 5 dernières questions, dont certaines sont un peu liées à ton histoire personnelle. Déjà, saveur d'été ou saveur d'automne? Saveur d'été? Plutôt fruits ou chocolat? Fruits. Local ou exotique? Local. Donc marbré de ta maman ou forêt noire de ton apprentissage? Marbré de ma maman, sans hésiter. Et la dernière question, chou ou tarte au sarrasin? Tarte au sarrasin. Ça reste ton dessert signature? Ça reste mon bébé. Ou chou, chocolat sarrasin. Pour mixer le tout. Bah écoute, merci beaucoup Nicolas. J'espère que t'as passé quand même un bon moment. Moi en tout cas, j'ai appris plein de choses et ça m'a fait très plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Bah écoute, merci à toi et ouais, j'ai pris un bon moment de plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Kevin Lacotte. À bientôt! Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!